Non, mais moi je trouve que ça me gêne pas que, par exemple, les gens qui sont scandalisés parce que dans tel quartier, il y a telle façon de fonctionner, moi ça me gêne pas, à la limite. Oui. Je suis très tolérant. Par contre, je pense pas qu'il faille s'embêter. C'est toujours dangereux d'aller fréquenter des gens qui ont une autre façon de fonctionner. C'est pas conseillé parce que c'est pas les mêmes codes et voilà donc ou alors il faut être capable de. Alors moi, ce que je l'ai fait pendant le café philo, j'ai changé les codes des gens du groupe en question. Il faut savoir le faire, ça. C'est-à-dire, soit vous êtes dans un groupe et vous avez alors, trois solutions, soit vous restez dans votre coin, soit vous acceptez les trucs d'un autre groupe, soit vous changez les pratiques. Ce qu'a fait Jésus d'une certaine manière. Il avait cette capacité qu'ont les chefs, les leaders, ils ont capacité de changer les choses, de faire bouger les choses. Qu'est-ce que vous pensez, Maxime, des leaders? Est-ce que vous pensez qu'une société a besoin de chefs? Et quel est le rôle des chefs? Quel est le rôle des génies? Quel est le rôle des prophètes? Quel est le rôle des justes? Vous connaissez Oui. l'épisode de Sodome? Ah, Quand Dieu discute avec Abraham sur Sodome? Vous avez ça en tête? ça me dit quelque chose, hein. Il dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, j'épargnerai cette ville de mécréants et de malades s'il y a au moins 20 justes parmi eux. Qu'est-ce que vous comprenez, Maxime? Bah, À quoi ça renvoie cette idée que Dieu veut savoir s'il y a un minimum de justes dans la cité? Et que si elle n'a ouais. pas cette proportion de justes, elle est perdue et elle est condamnée. Voilà. Bah, c'est le reflet de la miséricorde divine. Parce qu'en gros, ça nous explique que pour un être aimé, il est capable de laisser fonctionner encore Mm. pendant un certain temps euh, ceux qui pratiquent Oui, la rapine, oui. la Mais gangrène. ça veut dire aussi qu'il faut quand même un minimum de ces gens-là. Bah sinon, c'est simple, on a l'exemple dans l'histoire, il y a destruction complète. S'il n'y a plus ne serait-ce qu'un germe de bonté, de justice, d'amour, d'égalité, on peut utiliser les mots qu'on veut, s'il n'y a plus ça, même en... Il y a un châtiment. Il y a un châtiment. Mais à quoi vous compareriez au niveau anatomique? En anatomie, quel est le rôle du chef en anatomie? C'est-à-dire le cœur, le poumon, la tête, le quoi, Non, mais la proportion. ah, Quand on vous dit il faut une certaine ah, proportion de juste ouais, dans un corps social, ah, qu'est-ce que c'est que la proportion de juste dans le corps humain, dans l'organisme? ah. Vous qui aimez Bah, l'analogie. c'est-à-dire en fait, l'organisme, lui, au contraire, pourquoi est-ce qu'il fonctionne si bien? Parce que tout le monde est à sa place et tout le monde est dans la justice. Il n'y a personne, il n'y a pas un os, il n'y a pas un atome, il n'y a pas une membrane, il n'y a pas un cytoplasme Quand qui vous se... avez une déficience, quel Ah, genre de déficience vous avez? oui. Donc là, c'est qu'il y a une anomalie. Oui, Donc là, il peut y avoir maladie, il peut y par avoir... exemple, vous n'avez pas assez de globules rouges. Ah, oui, Bon, c'est l'anémie. d'accord. Donc, on peut dire que les justes sont les globules rouges. Oui, S'il n'y a pas cette proportion de globules rouges, oui. c'est l'ensemble qui est pourri. Il y a des dysfonctionnements. Voilà. Hmm. Ben, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que c'est une image pour vous parler du chef. Ah, S'il n'y a pas suffisamment de gens capables de régénérer, hmm, c'est de redonner, de retrouver la dynamique première des choses, ça va pourrir. C'est en- pour ça qu'on parle tout à l'heure de la forme. La forme, elle est vouée au pourrissement. À un moment donné, elle doit être régénérée. Mais alors là, c'est marrant parce qu'on a un problème de terminologie parce que je suis votre raisonnement, mais pour moi, si vous voulez, c'est la matière qui est vouée au pourrissement. Ouais. Mais là, je fais plus la distinction ou l'analogie entre matière et forme, parce que moi, je raisonne pas comme ça. Je raisonne en esprit et en matière. Et de ce point de vue-là, on dit que c'est la matière qui est destinée à l'anéantissement, si vous voulez, et l'esprit qui est censé s'en émanciper ou
ou en tout cas il y est attaché, l'esprit est attaché à la matière. C'est pour ça qu'on est dans un monde, mais que ces deux choses-là, même si elles sont accrochées, par exemple dans le corps humain, un esprit et un corps, mais la vie nous montre que à la fin, comme la matière est vouée à, vous savez, c'est comme le cycle des feuilles des arbres, quoi, qui tombent, qui refont du terreau, puis après il y a de nouvelles plantes qui naissent, mais et alors la question c'est, est-ce que l'esprit dure? Si la matière ne dure pas, est-ce que l'esprit, lui, il dure? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que sinon, ça veut dire que tout est voué à l'échec et à l'anéantissement. En quelque sorte, c'est-à-dire on est pour mourir. Entre-temps, on fait ce qu'on veut, mais en gros, il n'y a pas de... Moi, j'ai employé le mot régénérescence. Régénérer, ça veut dire quoi, régénérer? Justement, régénérer, c'est de retrouver l'origine, en fait. Un géniteur, c'est celui qui est à l'origine des choses. C'est la généalogie. Donc, régénérer, le chef, il est là pour régénérer, pour retrouver l'esprit, justement, quelque part, oui. Qui a pu être perdu, justement, en cours de route. Mais il a été perdu, justement, par la dimension formelle, par le formalisme, par exemple, des Juifs du temps de Jésus, par exemple. Effectivement. Effectivement. Une sorte de routine, oui. rituel, comme ça, plus ou moins Bien sûr. figé. En fait, c'est-à-dire que là, en fait, on rentre dans le... Pardon, dans le... C'est un problème qu'on retrouve dans toutes les religions, on va dire. En gros, on fait des schémas, mais on va aller au plus vite et au plus simple. Et peut-être pas que dans la religion, mais en gros, c'est-à-dire, c'est toujours la différence entre les gens de la lettre et les gens de l'esprit, entre les gens du culte et les gens du spirituel. C'est-à-dire, en gros, est-ce que le culte, c'est-à-dire le rituel pratique, les postures, les dates de fête, je sais pas, ça peut être tout, même les histoires, les livres, etc. Donc, non, mais on arrive avec votre idée, l'idée qu'effectivement, quelque part, l'esprit est lié à la matière, en fait, oui. C'est qu'en réalité, c'est cette matière première, ce premier mobile, c'est là qu'est l'esprit. Effectivement. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui donne l'impulsion à la matière. Non, c'est la matière qui devient forme parce qu'elle a besoin d'un aboutissement, elle a besoin de se matérialiser. Alors c'est d'ailleurs curieux, la matière qui se matérialise. C'est-à-dire la matérialisation, c'est déjà plus de la matière. C'est déjà quelque chose qui a pris déjà une forme. En tout cas, là, vous touchez un sujet assez subtil pour connaître. Mais il y a quand même une représentation très lourde de la matière aujourd'hui qui fait qu'on voit les choses de manière faussée. Exactement. Ah ben c'est ça. Alors là, voilà. Là, on y vient. Ça, c'est exactement. Donc, je sais que bon, peut-être que la philosophie moderne n'est pas encore arrivée à exprimer ça. Pourtant, ça a déjà été dit. Et pas plusieurs fois. Il y a emprise de la matière. De toute façon, bien sûr, puisque tout dépend de la matière. Le génie, il est dans la matière, et ce génie, il va dominer, il va dominer les autres. Alors, j'allais pas dire dominer les autres, mais j'allais dire dominer la matière. En tout cas, ça, non, justement. Il va dominer. Les grands génies, ils dominent la société, ils dominent l'humanité, ils dominent la pensée. Ouais, alors là c'est relatif parce que je vous prends juste un exemple, peut-être c'est un peu. On prend par exemple le peintre Van Gogh. Donc il a vécu dans la misère toute sa vie, il n'a jamais. Bon, son histoire est peut-être étudiée, hein. Et finalement, l'histoire l'a retenu comme un des plus grands peintres. Vous voyez, donc, oui, alors
Et alors, bah, ça veut dire, quand on dit que... C'est-à-dire il a dominé, mais pas... En tout Bien cas, pas de sûr, son bien vivant. non, mais il a dominé, peu importe. Au Hmm. niveau de l'histoire, il a dominé. Ok. C'est pas la question de savoir Non, je si. voulais peut-être Non, mais, préciser non, mais ça va de soi que ça cet ne veut pas dire aspect. forcément que. Ouais. Et inversement, ceux qui dominent Bien sûr. ne sont pas forcément des gens qui ont vraiment dominé. Oui, mais alors c'est-à-dire qu'en fait, là on y vient au point fondamental, c'est que tout, finalement, parce que là on prend l'exemple d'un peintre, mais qu'est-ce qu'il fait? Il peint sur une toile. Donc c'est pas n'importe quel peintre. Ah mais non, non, c'est pas la question, ce que Mais je veux dire. si, c'est pas un peintre, c'est le peintre. Ah oui. Mais en tout cas, moi je voulais juste revenir sur le fait Les autres, ils ouais. ne font qu'imiter ce grand peintre. Ils ne sont que des descendants de ce peintre. Nous les mettre tout le monde sur le même plan, mais c'est pas du tout Ah ça. bon. Il y a une verticalité. Ah, Il y mais a, c'est ça il y a le des problème. grands génies et puis Ah les oui. autres, ils ne font que récupérer ce qu'a laissé le génie. Ça, c'est ça. Alors, Oui, oui. moi, j'appelle ça des charognards d'ailleurs. Ah oui, Charognards, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas capables de capter directement la vie des choses, oui. mais qui ne captent que ce qui a déjà été capté. Ah oui. Oui, Donc, effectivement, ils ouais. sont déjà dans la mort. Pour ça, je veux dire, la forme, c'est déjà la mort. Ah, Quand on donne de la ouais. forme à quelque chose, ça veut dire qu'on est déjà en train de la tuer quelque part. C'est Eros et Thanatos, c'est la mort. La plupart des gens, par exemple, ils préfèrent des choses qui sont déjà mortes. Même en musique, par exemple, les gens vont au concert pour écouter des choses mortes. Beethoven, c'est mort. Ah oui. Bach, c'est mort. Au lieu d'écouter des gens d'aujourd'hui, Ah oui. ils vont écouter des gens qui ont écrit il y a 200, 300 ans. Hmm. Et ben, ce sont des gens qui se nourrissent de la mort. Hmm. Et ils ont peur d'aller directement en contact avec la vie, justement, avec la matière. Mais alors... Ce qui est d'ailleurs, la matière, c'est le chaos. C'est ce qu'on dit dans la Genèse. Ouais. Au début, c'était le tohu-bohu, c'était le chaos. Et avant, donc ils disent, avant la création, il y avait le chaos. Donc la création, c'est déjà un deuxième temps, la création. La création, c'est la forme. Ah oui. La forme, quand on dit, par exemple, dans la Genèse, Dieu, il va mettre de la forme dans la matière. Hmm. Hmm. Oui, c'est-à-dire, bon, en fait, c'est-à-dire, c'est un peintre, il rassemble ses pinceaux, ses pots de peinture, il installe sa toile. Au début, c'est-à-dire, là, on est dans le chaos, quoi. Enfin, à l'origine, même, l'atelier n'est pas rangé. Il y a des pinceaux par terre, des pinceaux sales, des pinceaux, etc. Les couleurs sont pas faites, etc. Non, justement pas. Ça, c'est déjà celui qui met de la forme, il est déjà plus en première position. Il vient déjà en deuxième position. Alors, c'est-à-dire que vous me dites... Non, le vrai peintre, le vrai génie, c'est celui qui est dans le chaos. Ah, C'est pas celui d'accord. qui va donner la forme, il est déjà un génie en second, il est déjà un deuxième niveau. Je commence à percevoir ce que vous dites. Effectivement, c'est assez... C'est-à-dire, en gros, c'est l'inspiration, quoi. L'inspiration, elle naît... Quand on dit inspiration, c'est qu'elle vient de... Donc quand il n'y a pas de, pour revenir à Sodome, quand il n'y a pas de génie, il n'y a pas d'espoir de régénérescence. Donc il n'y a que du pourrissement. À un moment donné, toute forme va pourrir. S'il n'y a pas quelqu'un pour régénérer, pour retrouver l'involution, ça va pourrir. Effectivement. Ouais. Ça va dégénérer. On va être dans la décadence. Et, alors, je voudrais poser une question qui va peut-être vous amuser. Quelle est la différence entre un roman et un traité de philosophie, par exemple? Ah ben moi, c'est simple, je lis l'un, mais pas l'autre. Lequel vous lisez? Ah, je vous le dis pas. On ne vous demande pas de raconter votre vie, mais quelle est la différence entre le rapport qu'on peut avoir à un roman et le rapport qu'on peut avoir avec un essai, par exemple? Un essai. Je vais vous faire pour tester votre perspicacité. Mais ça renvoie tout à fait à ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, mais peut-être que vous ne voyez pas le rapport pour l'instant. Qu'est-ce que c'est qu'un roman, monsieur Maxime? C'est quoi un roman? Ben, un roman, C'est quoi la règle du jeu du roman? c'est une intrigue, c'est une histoire, un scénario, des personnages, c'est de Mais l'imaginaire. quelle est la donc, différence entre le lecteur Ouais. d'un roman Ouais. et le lecteur d'un bouquin de philo, etc. Quelle est la différence? En quoi se distinguent-ils ces deux lecteurs?
Bon alors, juste, d'accord. Je peux répondre à ça, mais je peux répondre par une autre question parce que est-ce qu'il peut y avoir finalement euh, une portée philosophique à un roman? Est-ce qu'un roman peut avoir une portée philosophique? Mais ça, c'est votre question, mais c'est pas la seule. C'est parce que... Non, mais, Donc il ne s'agit pas d'un roman à portée philosophique. non, mais même, par exemple, si on prend le cas de Sartre, qui a écrit à la fois Ah, des romans d'accord. et des essais philosophiques, Oui, que ça ne s'adressait pas au même type de public. bien sûr. Alors, quelle est la différence entre ces deux publics? Ah, bah Quels alors, sont leurs, moi, pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent différemment, ces deux publics? ah bah pour moi c'est très simple. Le roman c'est l'œuvre publique, celle qu'on va distribuer à tout le monde, et l'œuvre philosophique elle est réservée à ceux qui veulent chercher plus loin, peut-être. Moi en tout cas c'est comme ça que je le vois. Le roman On va prendre un autre c'est exemple. une distraction quoi. Oui, attendez, on va prendre un autre exemple. Euh, Est-ce que, par exemple, vous pensez que les femmes préfèrent les romans? Ah bah les romans bien sûr à 100%, oui. Pourquoi est-ce qu'elles préfèrent les romans? Bah parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur cette question peut-être, mais en gros, bah, la femme elle est plus dans l'émotivité, Hmm. dans le ressenti, dans l'émotion, dans le, Et le roman, c'est plutôt ça. ça, c'est mettre des personnages en scène, raconter des Hmm. histoires, qu'elles soient tristes ou malheureuses, Hmm. donc, voilà. La philosophie en soi c'est quelque chose de plus froid. Enfin, faut dire que Oui. c'est plus mauvais, hein. C'est l'inverse en réalité. C'est Ah, l'inverse. d'accord. Parce que dans le roman, le lecteur n'a aucune liberté par rapport au romancier. Ah, effectivement. L'auteur lui dit Ouais. ce qu'il a vu, D'accord. et vous ne pouvez pas lui dire c'est pas vrai. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Dans l'essai, Ouais. vous parlez du monde. Ah. Bon, ben, le monde, il y a des gens qui peuvent vous dire je ne suis pas d'accord avec vous. Mhm. Parce que vous n'êtes pas en train de parler d'un. Vous ne constatez pas une chose que vous avez vécue. Dans le roman, vous êtes dans la subjectivité. Ouais, ouais. Dans l'essai, vous êtes dans l'objectivité. Voilà. Vous êtes en train de dire des choses. Ouais. Chacun peut intervenir par rapport à ce que vous dites. Ouais, ouais. Prenons par exemple quelqu'un qui raconte ce qu'il a fait la veille. Ouais. On ne peut pas lui discuter avec lui. Bah oui, c'est. Il dit ce qu'il a fait. Bah, moi, je n'étais pas là, donc je ne sais pas ce qu'il a fait. Par contre, s'il me raconte des trucs, qu'il a pensé ceci ou cela, là, je peux discuter. Ah oui, oui, oui. Pendant les cafés philo qu'on organisait, nous, il n'y avait jamais de femmes. Mhm. Parce que la règle du jeu, c'était de discuter entre nous de certains sujets. Mhm. Mais c'était pas écouter quelqu'un qui racontait son truc. Mhm. Raconter, c'est dans le roman qu'on raconte des trucs. Mhm. Mais en quelque sorte, le roman, c'est très autoritaire. Ah, d'accord. Parce que, Ouais. voilà, toi tu vas suivre ça, Ouais. moi j'écris ça, tu fais Ouais. ça, etc. Ouais, ouais, Je dis à la personne ce qu'elle doit comprendre, ce qu'elle doit Ouais. savoir. ouais. Ouais, ouais. En philosophie, non. L'apprentissage de la philosophie, justement, en classe de philo, par exemple, ou en classe terminale, c'est l'apprentissage de la libre. C'est le passage du roman, on se libère du roman. Mhm. On n'est plus en train de lire des trucs Mhm. qu'on vous raconte. Mhm. Vous avez le droit à la parole. Mhm. Et quand les femmes discutent entre elles, c'est souvent chacune raconte son truc. Mhm. Ah, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Bon, on écoute, bon, elle raconte ça, voilà, elle a fait ça, et on ne peut rien y faire. Mhm. Par contre, si vous vous mettez sur le tapis un certain sujet, Ouais. ben là, tout le monde a le droit de parler. Mhm. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « Moi, je sais ce qui m'est arrivé. Mhm. Moi, je vous raconte ce que j'ai vu. » Mhm. C'est pas ça. Mhm. Et là, on retombe dans la question, oui, de la matière et de la forme. D'une manière générale, d'ailleurs, il y a une différence entre le livre et l'œuvre. Ah. En français. Ah. Il y a une différence entre le livre et l'œuvre. Même si je dis l'œuvre de Sartre, Ah oui. c'est pas la même chose que tel livre de Ah Sartre. bah non. Non, non. Non, non. Donc il y a deux notions différentes. Oui. Alors, comment vous distinguez l'œuvre d'un auteur Mhm. et tel ouvrage de cet auteur? Ah, d'accord. Bah, déjà tout simplement parce qu'un ouvrage c'est un ouvrage c'est un ouvrage c'est-à-dire c'est une réflexion, ou une interprétation ou une proposition qui est datée
par exemple, en 2012, j'avais telle pensée sur telle chose. Peut-être qu'en 2022, mon point de vue a évolué. Exact. Donc, parler d'un ouvrage, il faut toujours se souvenir que c'est localisé dans le temps et lié à un contexte. Exact. L'œuvre, c'est justement voir ça. Voir qu'il y a des étapes, des changements, des modifications, des retours en arrière parfois, etc. Bon, Donc on voit bien que l'œuvre, c'est quelque chose de beaucoup plus immense, beaucoup plus chaotique que l'ouvrage. L'ouvrage, il est fini, c'est ça et pas autre chose à tel moment. Alors que l'œuvre, elle est en mouvement, elle est en progrès. Elle est beaucoup plus difficile à saisir. Parce que. Et d'ailleurs, dans la terminologie, ouvrager, c'est-à-dire que c'est terminé, mais œuvrer, c'est être en train de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, si vous voulez. Donc, voyez-vous, on retombe dans cette question-là. Normalement, un auteur, ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui a une œuvre derrière lui. C'est pas quelqu'un qui a fait un ouvrage. Ah oui, mais c'est pour ça que. Ah ouais. Et aujourd'hui, Ouais. c'est la nouvelle mode. On promeut C'est la nouvelle mode. l'ouvrage. Non, justement, c'est le contraire. Ah. Parce que Internet, Ouais. ça permet à l'œuvre d'exister. Ah. Parce que vous mettez un nom sur Internet, vous Ouais. savez tout ce qu'il a fait. Ah oui. Avant, on ne pouvait pas faire ça. Ouais. Il y avait Donc d'autres manières. Internet, c'est une autre face. Ça change complètement le rapport à la lecture. C'est à chacun d'entre nous de faire ce travail. C'est pas tel auteur qui va vous dire voilà, c'est terminé comme ça. C'est une œuvre qui est ouverte. L'œuvre, comme vous l'avez dit, elle est ouverte. Et d'ailleurs, dans l'œuvre, on a ouverture. Oui, je sais. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est ouverte, Ouais. elle est illimitée, chacun peut se servir, c'est un puzzle. Ouais. Donc on va vers une société où le lecteur sera quelqu'un qui va composer son œuvre, qui va composer son livre. Ça, Il va pas prendre le livre tel quel. Il va le composer avec tous les éléments qu'on lui donne comme ça. Ah oui. Ah oui. Et ça sera beaucoup plus créatif quelque part. Bah, c'est-à-dire que. Mais c'est la mort du roman, la mort du livre. On va avoir à des gens qui vont, parce que même pour un livre, un livre pas, mais pour la musique, on peut très bien combiner plusieurs sonates, un morceau de telle sonate, un morceau de tel concerto. On n'est pas obligé de suivre exactement ce que l'auteur a fait. Mais dans le roman, on ne peut pas vraiment faire ça. Parce qu'il y a un fil directeur, on ne peut rien sauter. Dans un roman, c'est très rigide, le roman, très rigide. Tac, 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 tac. Donc, quand c'est l'œuvre, vous pouvez commencer par tel ouvrage, puis tel autre ouvrage. Il n'y a pas un ordre des choses à lire. Et malgré la diversité de tout ce qui est dans cette œuvre, il y a des points communs. On reconnaît par exemple Mozart dans toutes ses pièces, on reconnaît Schumann dans toutes ses pièces. Quelles que soient même s'ils sont des pièces différentes. On est capable de. Moi je sais que quand j'étais adolescent, je m'intéressais à lire tous les ouvrages d'un auteur. Pour avoir le sentiment comme ça de retrouver cet auteur dans des contextes totalement différents. Et pas seulement être branché sur tel ouvrage en particulier. Écoutez, oui, pardon. Oui, non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que de toute façon, moi, par exemple, j'ai 60 000 références sur Google. Vous pouvez passer beaucoup de temps à en prendre connaissance. Hein. Il y a des articles ceci, ça. Mais ce qui est merveilleux, il n'y a que ce qui est numérisé qui fonctionne comme ça. Parce que quand un ouvrage n'est pas numérisé, il n'est pas sur Google. Il n'est pas signalé. Donc Google, moi je sais que le jour où j'ai découvert ça, que même des textes que j'avais complètement oubliés et qui ont été numérisés, je trouvais ça prodigieux. Parce que finalement avec Google, rien ne se perd. Mais ça exige du lecteur de faire un gros effort,
prendre connaissance de ceci, de cela, etc., et de faire la synthèse, etc. Et alors là, c'est paradoxal, c'est qu'en fin de compte, Ah oui. justement, l'œuvre, elle attend qu'on lui donne de la forme, paradoxalement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'œuvre, elle se prépare, Ouais. mais à chacun de donner une forme à cette œuvre. Mais de la même œuvre, Ouais. vous allez pouvoir avoir 500 formes différentes. Prenez 500 personnes face à une œuvre, elles vont composer chacune quelque chose de différent. Bah, vous savez ce que ça me fait penser en fait,